Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, on se retrouve une fois de plus. Oui, je sais, on ne sera pas très nombreux ce soir, mais je sais que pour vous en France, c'est la période des élections. Et bon, ben voilà, pas chez nous. Nous, c'était en 2024 les communales qu'on appelle chez nous. On élisait notre bourgmestre, ce que vous appelez chez vous un maire. Bien, alors ce soir nous allons donc d'abord savoir si vous m'entendez bien, effectivement, si vous me voyez bien également. Alors je souhaite la bienvenue déjà à Sian, aussi à River James, les autres, Roger, Jean-José et Jean sont déjà des amis de longue date, donc je leur souhaite aussi la bienvenue. Alors, dites-moi dans le chat si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Ça, c'est la première chose et c'est important. Bonsoir. Entendu, c'est bon, on entend, on voit bien, c'est bon. Ok, parfait, parfait, parfait. Alors, bien, ce soir, nous allons parler du Bigfoot et exceptionnellement, vous allez participer à ce webinaire. Donc, la longueur dépendra de vous. Bien, viendra nous rejoindre tout à l'heure Vincent Nafréchaud, qui est un de mes amis et qui va vous expliquer quelque chose, mais il viendra vers 20h45 peut-être, dans ces environs-là. Pour le moment, il est fort occupé, donc il m'a dit est-ce que je peux venir un peu plus tard. Bien. Alors, on va peut-être commencer ce soir et on va, donc le titre est les proportions corporelles du Bigfoot sont-ils les mêmes que les nôtres? Peut-on faire un portrait robot du Bigfoot d'après les témoignages et d'après les quelques documents vidéo et photographiques, mais surtout vidéo que nous avons? Et bien sûr, nous pensons essentiellement au film de Roger Patterson d'octobre 1967, mais il y en a eu d'autres. Et ce sera peut-être pour un autre webinaire sur d'autres sujets concernant le Bigfoot également. Alors, la plupart de ces vidéos sont malheureusement jetées en pâture à YouTube, à Vimeo et à d'autres plateformes de vidéos. Et au lieu d'être envoyées à des labos pour les analyser. Donc, elles sont noyées parfois dans une masse de fake, comme on dit, de canulars, de photos humoristiques, etc., etc., si bien que le citoyen honnête, comme vous et moi, ne s'y retrouve pas toujours. Bien, alors ce soir, donc, on va essayer de créer un portrait robot du Bigfoot et Vincent viendra nous rejoindre tout à l'heure. On va d'abord lancer la vidéo, non pas la vidéo, la présentation, voilà. Donc, on va tenter ce soir de faire le portrait robot du Bigfoot. Alors, vous allez chercher plutôt une règle graduée. Pour les Belges qui ont été à l'école comme moi, on appelait ça une latte. Bien. Alors, un mètre ruban ou un mètre déroulable, si vous voulez. Un crayon, une gomme, un stylo et du papier quadrillé, si vous possédez tout cela. Là, je vous laisse 3-4 minutes pour le faire. Ça permettra à ceux qui ne nous ont pas encore rejoints de le faire. On est 6 pour le moment, il y en a 10 d'inscrits. Alors, on est 7 pour le moment, je vois. Alors, je vais voir qui est venu nous rejoindre. Jean Roche, bonsoir, qui est encore, tout le monde, ok. Donc, je ne sais pas qui est venu nous rejoindre de plus. Ok, mais c'est pas grave, on est 7. Il en manque 3, mais certains m'ont dit que vu que c'était les élections et qu'ils étaient, comme on appelle chez nous, assesseurs au bureau de vote, donc ils étaient coincés jusqu'à la fin du dépouillage ou du dépouillement. Plutôt du dépouillage. Voilà. Alors, voyons un petit peu. Ok.
Alors, dites-moi si vous avez récupéré vos lattes dans le chat. Dites-moi si vous avez récupéré vos lattes et compagnie. Alors, bon, ben, je vois qu'apparemment, on me dit que Sian ne posséderait pas cela. Même pas une règle? Pas un crayon? Bon. Un bout de papier. À la limite, s'il n'y a pas un papier quadrillé, une feuille de papier de cahier de classe, par exemple, quadrillé. Ça peut peut-être faire l'affaire. OK. Alors, vous l'avez tous? Dites-moi oui, 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 ou non, 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 non. Et j'attends encore 2-3 secondes, voilà, afin que nous puissions continuer cet exposé. Et si vous ne me dites rien, je continuerai. Et ce sera tant pis pour vous, vous ne jouerez pas. Oui, 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 Roger me dit oui, Jean me dit oui. Quoi encore? Alors ça fait 2 sur 6, c'est pas grand-chose. Je vais être observateur silencieux aujourd'hui. Oh Stéphane, quand même, bienvenue. Malgré tout, oui, mais tu l'avais... oui, ok. Pour être observateur silencieux, ben, alors tant pis. Ce fera peut-être l'exception, on ne sait jamais. Allez, on y va, on continue. Les zones n'ont qu'à venir nous rejoindre. Alors, vous allez faire un premier... Alors, d'abord, qui suis-je pour les nouveaux? Bien sûr, je m'appelle Éric Joie, je suis guide nature breveté, j'ai une formation de guide accompagnateur en randonnée. J'ai créé l'association belge d'études et de protection des animaux rares en 1993-1993. En 1997-1997, j'ai créé des rencontres européennes de cryptozoologie qui, bon an, mal an, se perpétuent jusqu'à aujourd'hui et la prochaine aura lieu, c'est un scoop, probablement en octobre 2026. Donc voilà, on est en train de la préparer et de faire beaucoup de changements et d'essayer de faire beaucoup de changements à ce niveau-là, mais bon, ce n'est pas le sujet de ce soir. Alors, entre 2005 et 2000, non pas 22, mais 2026, j'ai organisé des expéditions et des Sasquatch Safari. Donc voilà, donc ça permettait aux gens, et ça permet toujours aux gens intéressés de venir nous rejoindre sur le terrain, car rien ne vaut une expérience de terrain dans la recherche. On peut toujours critiquer derrière son ordinateur, mais quand on descend sur le terrain, là, on est confronté à la réalité. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir non plus. Alors, le suivant, eh bien, on va travailler sur les proportions du corps humain pour commencer. Prenez maintenant votre mètre ruban. On est un peu comme à l'école ici. Hein. Mesurez votre avant-bras, c'est-à-dire le radius, le cubitus, ce qui va du poignet jusqu'au coude. Faites-le. Alors, je vais répondre à Jean qui me dit qu'il n'est pas d'accord sur le principe parce que pour moi, il y a plusieurs espèces impliquées, donc pas trop envie de participer. Alors, Jean, que ce soit plusieurs espèces ou pas, les proportions peuvent jouer et être différentes éventuellement de celles de l'être humain. Donc, peu importe qu'il y ait plusieurs espèces ou une, on connaît ce genre, tu n'es pas d'accord, mais peu importe, on va pas rentrer dans ce débat-là, on va rentrer dans le fait, est-ce que le ou les Bigfoot, si tu préfères, ont-ils des proportions corporelles différentes de nous ou pas? Et voyons d'abord ce que nous avons comme proportion corporelle. Alors, River James, je répondrai tout à l'heure où ont lieu ces expéditions. Oui, je peux déjà te répondre comme ça, en gros, en Colombie-Britannique, au Canada. Voilà. Alors, vous les notez, ok? Mesurez votre avant-bras, vous notez le nombre de millimètres ou de centimètres. Ensuite, mesurez votre bras, c'est-à-dire l'humérus, c'est-à-dire la partie entre l'épaule et votre coude. Ok. Le bras c'est fait? Dites-moi oui.
Alors, que constatez-vous? Dites-moi en bas, qu'est-ce que vous constatez en mesurant les deux? Du coude jusqu'au poignet, c'est l'avant-bras, et de l'épaule jusqu'au poignet, jusqu'au coude, c'est le bras. Anatomiquement parlant, bien sûr. On sait que dans le langage commun, on dit ce sont mes bras, mon bras droit, mon bras gauche, etc. Ok, on est d'accord, mais on n'est pas ici dans le langage commun, on est dans la précision. Bon, alors, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, nos avant-bras sont légèrement plus longs que nos bras. Est-ce que vous l'avez constaté? Dites-moi. Alors, légèrement plus long, ça peut être 2 cm, ça dépend des personnes. Mais sont légèrement plus longs que nos bras. Ok? Dites-moi, je l'ai constaté. Oui! Alors, on parle ici, bien sûr, de personnes qui ont des tailles proportionnées et normales. Nous ne parlons pas des personnes qu'on appelle communément des nains. Ça, c'est différent, probablement. Je n'ai pas fait la comparaison, mais c'est probablement différent, bien sûr. Mais ici, on parle de gens qui sont proportionnellement, je dirais, communs. Ok? À peu près pareil, mais il y a une légère différence, probablement. Ok? Voyons un peu plus loin. Alors, mesurez maintenant vos tibias. Ouais, on va faire un peu de gymnastique. Le tibia, je rappelle, c'est la partie de la jambe qui se trouve entre la cheville et le genou. Alors, bon, je vais appeler ça le tibia, mais on sait que le tibia est un os, on le sait, hein. Que derrière, nous avons le péroné, etc. Mais calculons le tibia, qui est l'os principal. Ok, les tibias, c'est fait. Aïe, 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 aïe. Oh là là, compliqué. Oh là, il faut se baisser. Oh là là, il faut faire de l'exercice. Wow. Alors, je veux dire, un gens qui dit, ce gens qui sont bras et plus longs que l'avant-bras, pas pour moi, répond Jean. J'ai peut-être des ancêtres Sasquatch. Qui sait? Maintenant, mesurez votre cuisse, c'est-à-dire le fémur, c'est l'os de la cuisse. Ok? Fais ça. Ok. Le tibia, c'est fait. Alors maintenant, faites votre cuisse. Alors, même question, qu'est-ce que vous constatez entre votre tibia et votre cuisse? Donc, les deux parties de votre jambe, séparées par le genou. Qu'est-ce que vous constatez? Jean me dit que sa cuisse a plutôt du 40 et le tibia 43. Le tibia est plus long. Ouais, me dit Roger. Alors, voyons un petit peu ce qu'il en est. Alors, nos tibias sont légèrement plus longs que nos cuisses. Vous le confirmez, effectivement. Effectivement, vous le confirmez. On va voir un petit peu plus loin. Alors, nos avant-bras sont légèrement plus longs que nos bras. Ça, on l'a vu. Nos tibias sont légèrement plus longs que nos cuisses. Ça également, que notre fémur, si on veut rester dans les os. Effectivement. Alors maintenant, on va faire autre chose.
Nous allons additionner le fémur plus le tibia. Et nous allons additionner l'humérus, donc le bras, plus l'avant-bras. Sienne, le fémur, un très bon plat chez la grenouille et la volaille. Il y a plus d'un demi-siècle que j'ai arrêté de manger des grenouilles. Parce qu'à l'époque, j'avais appris qu'on les capturait en Asie, peut-être pas qu'en Asie, dans les ruisseaux, et qu'on leur arrachait les pattes et on relâchait la bête ensuite, qui bien sûr n'avait qu'une solution, c'est d'aller crever quelque part. Donc j'ai dit que moi, je n'allais plus participer à ce massacre et je n'ai plus mangé de cuisses de grenouille depuis mai secondaire, depuis le lycée. Alors, Jean Roche me dit qu'une et demie de fois plus long que le bras, que le fémur est une et demie fois plus long que le bras. Alors, je demande simplement maintenant de faire les calculs. Et effectivement, comparez la mesure de votre membre supérieur avec celle de votre jambe. Donc, comparez la mesure de votre bras entier avec celle de votre jambe. Jean l'ayant déjà fait, je vois. OK. Et qu'est-ce que vous constatez? Toujours la même question. Eh bien, que nos jambes sont légèrement plus longues que nos bras, nos tibias sont légèrement plus longs que nos cuisses, on a vu, nos avant-bras, et donc que nos jambes sont légèrement plus longues que nos bras. Ouais. Fémur, chez Jean, c'est son fémur plus son tibia de 88 cm et son humérus plus son radius est 64 cm. Donc, effectivement, les jambes sont plus longues que les bras. Alors, bien sûr, ça peut être des proportions différentes un petit peu chez l'un, chez l'autre, mais bon, l'un peut avoir du 86 et du 70. Enfin, voilà, j'invente un peu. Bon, ça dépend un peu aussi, mais c'est proportionnellement, c'est toujours le cas chez l'Homo sapiens qui n'est pas atteint de maladies de développement et autres. Hein. Alors maintenant, mesurez la longueur de votre tronc. Alors le tronc, je rappelle, c'est à partir du cou, en dessous, pas au niveau du menton, c'est à partir du cou des épaules, hein, jusqu'à votre taille. Jusqu'à votre bassin, plus exactement, s'il faut parler en anatomie. OK? On fait les calculs, hein, hop, on calcule d'ici jusque là, voilà. Comme chez le tailleur. Hein. Non, je vais pas vous tailler un costard. C'est pas le but. Alors, on y est? OK. Comparez maintenant la longueur de votre tronc que vous venez de prendre avec celle de vos bras et de vos jambes. Y a-t-il un tailleur dans la salle? OK. Ah, Jean s'est rectifié. Son membre supérieur est plus court à 74 cm et non 64. Bon. OK. Entre les deux. Alors, que constatez-vous? Ah ah. Bien. Qu'est-ce que vous constatez? Ah, bien. On va être champion de mathématiques ici. Hein. Eh bien, que nos bras et nos jambes sont plus longs que nos troncs. Bien, en général.
Si je suis sur une moyenne toujours, hein, bien sûr. Je ne parle pas des gens atteints de nanisme, par exemple. Ouais, le tronc est plus court que les bras et les jambes, effectivement. Alors, autre question. Mettez-vous droit, fixe, s'il vous plaît, et regardez à quelle hauteur arrivent vos mains sur votre corps. Alors, nos mains pendent approximativement au niveau de notre zone de l'entrejambe. C'est juste ou pas? Approximativement. Cela dépend bien sûr de la longueur du tronc, la proportion du tronc et de la jambe, etc. Oui, tout à fait. Nos mains pendent approximativement au niveau de notre zone de l'entrejambe. OK? Alors, voilà, pour illustrer ce que je vous dis, les trois types de morphologie. Peu importe, on s'en fiche des types de morphologie, on s'en fiche ici, c'est pas le sujet, mais vous voyez bien que dans ce dessin, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, on est à peu près là-dedans. OK? À peu près, entre l'entrejambe, c'est ce que je dis, oui, à peu près. Voilà, donc ça confirme visiblement le dessin ici. Alors, autre question, on va pas le faire ici, mais en gros, là, vous calculez ici, le cercle, c'est la taille de la tête, et on a dans un corps humain, encore une fois, dans des proportions normales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 fois la tête dans le corps humain, qui est encore une fois pas atteint d'une maladie de croissance telle le nanisme, bien sûr. Alors, nos corps mesurent généralement 7,5 à 8 fois notre propre tête. On vient de le constater. Donc, en résumé, nos avant-bras sont légèrement plus longs que nos bras, nos tibias sont légèrement plus longs que nos cuisses, nos jambes sont légèrement plus longs que nos bras et nos jambes sont plus longs que nos torses, nos troncs. Nos mains pendent approximativement au niveau de notre zone de l'entrejambe. Nos corps mesurent généralement 7 à 8 fois notre propre tête. Alors, comparons maintenant avec d'autres primates. Quand je dis primates, je pense ici grand singe, anthropoïdes, primates, sans que on parle pas des babouins, des cercopithèques et compagnie. Alors, on voit ici, j'ai pas besoin de faire de grands détails, que chez nous, on a visiblement les bras les plus courts par rapport à la morphologie générale, au ratio général du corps. Le plus long, c'est le gibbon, puis vient le gorille, puis vient le chimpanzé, puis vient l'orang-outan, et enfin l'homo sapiens, l'homme moderne. Voilà, ça, tout le monde l'a déjà constaté en regardant des documentaires ou en allant aux zoos voir ces animaux qui se déplacent tous sur leurs 4 membres d'ailleurs. Alors, faisons une comparaison entre l'homme de Néandertal et l'homo sapiens, un petit peu. Alors, on voit ici d'abord que l'homme de Néandertal est plus petit, mais peu importe. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Bon, toutes des caractéristiques, je vous les laisse découvrir. Il a un front fuyant, un visage plus gros que son front, effectivement, des proportions de crâne qui sont différentes des nôtres, une cage thoracique beaucoup plus en forme de tonneau et beaucoup plus large quelque part,
Qu'est-ce qu'il a encore? Des proportions de bras qui sont à peu près identiques d'après ce que je vois sur le schéma ici entre le bras et l'avant-bras. Voilà, il a, oui, des fémurs plus courts, plus longs que les tibias. Voilà, c'est à peu près le contraire chez nous, comme on l'a vu. Voilà, en gros, j'ai pris l'homme de Néandertal, j'ai cherché un petit peu chez d'autres espèces anciennes comme l'Homo erectus. J'ai pas vraiment trouvé pour le moment, il faudrait que je creuse un peu plus, voir aussi si chez l'homme de Denisova, mais je crois pas qu'on a un squelette entier de lui, on n'a que des éléments comme des dents et compagnie. Est-ce qu'à partir d'une dent, on peut reconstituer tout un squelette par extrapolation? Je n'en sais rien pour le moment, mais c'est une bonne question que l'on peut poser. Voilà, donc il faudrait peut-être voir avec d'autres espèces humaines quelles sont les proportions des membres. Chez l'Australopithèque, on pourrait y penser aussi, par exemple. Chez l'homme Homo georgicus, l'homme de Géorgie, qui est pour moi probablement un Homo erectus, ou du moins il fait partie de la branche de l'Homo erectus, comme l'Homo ergaster notamment. Voir un petit peu chez ce qu'on a pour les anciennes espèces. Mais je suis persuadé qu'on n'a pas tout. Lucie, on l'a entièrement, mais il y en a d'autres que je suis sûr qu'on n'a pas encore complètement. Mais ce serait intéressant de rechercher un petit peu. Alors, le film de Patterson-Gimlin que tout le monde connaît, de 1967, je crois que j'ai un exemplaire, peut-être que les nouveaux ne le connaissent pas, alors je vais voir si je peux peut-être vous le montrer. On va voir si ça fonctionne. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que pour le moment, est-ce que l'image tourne? Parce que chez moi, elle tourne, hein, de toute façon. Peut-être qu'il faut recliquer. Non, je ne crois pas qu'il faut cliquer sur reconnecter. Mais chez moi, de toute façon, moi, je vois le film à l'écran, mais il faut voir si chez vous, vous le voyez. Bien, voilà. Donc, sinon, je chercherai peut-être. Sinon, vous le trouverez sur YouTube, par exemple. C'est un film que vous pouvez trouver. Bon, alors normalement, je sais pas pourquoi, mais chez moi, ça fonctionnait. Je suis pas toujours je ne dépends pas toujours de la technique en question, de la plateforme qui est Webinar Jam. Je sais que parfois ils font des trucs, bon, comme par exemple, ils ne veulent plus que, pour une raison que je ne connais pas, télécharger des vidéos de YouTube, par exemple, c'est plus possible, alors que dans le temps c'était possible. Bon, enfin bon, ça, ce sont leur business interne. Bien. Alors, vous retrouverez, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui n'ont pas pu le voir ou qui n'ont pas réussi à le voir, vous le retrouvez facilement sur YouTube ou sur Vimeo probablement. Donc, et voyez, là, la vidéo que je tentais de vous passer était une vidéo de la National Geographic. C'est, et voyez, vidéo Roger Patterson avec stabilisation, etc. Bien. Alors, donc, je vais relancer, oui, de toute façon, je vais relancer ici le slide.
Voilà, donc ce film, ce sera et le film principal. Vous voyez ici une photo tirée du film. C'est la meilleure représentation d'un Bigfoot que nous possédions. Je vous ai dit qu'il y avait d'autres films sur YouTube notamment, mais dont la qualité est relativement médiocre. Et c'est sur d'autres critères qu'il faut se lancer pour estimer que la vidéo est acceptable ou probablement valable par rapport à d'autres vidéos où ce sont des fakes ou des canulars. Hein. Tout à fait. Bien, alors, Patty, c'est le nom qu'on lui a donné d'après Patterson. Alors, si au début du film, vous voyez que ça tremble et que l'image n'est pas fixe, c'est parce que Roger Patterson a fait une chute de cheval à ce moment-là, a dû se relever et il a continué, il a eu la présence d'esprit et le professionnalisme, même si c'était un grand amateur dans le domaine, de continuer à filmer. Voilà. Alors, on a estimé, d'après le film, vous voyez les proportions ici, que la créature avait dans les 2 mètres environ. Alors, j'ai lu 1m95, 2m5, ça dépendait un petit peu des calculs, mais c'est une moyenne de mètres grosso modo. Et que c'était une femelle. Alors, on a remis en proportion ici un être humain qu'on a agrandi, on a agrandi l'image pour essayer d'avoir la proportion et la comparaison. Alors, vous voyez tout de suite que il y a une nette différence entre un Homo sapiens qui aurait la même taille que notre ami Patty ici, dans les proportions corporelles. Il y a une nette différence. Ça, c'est un des premiers éléments. Alors voilà, grosso modo, une comparaison entre l'Homo sapiens et ce que serait un Bigfoot. Un squelette de Bigfoot, ça c'est une représentation, hein, on n'a pas trouvé jusqu'à présent de squelette de Bigfoot. Ici, c'est une création. Voilà, ce que pourrait être un Bigfoot à côté d'un homme d'une taille normale. Je ne sais pas que le Sapiens là à côté, je ne sais pas de quelle taille il a, mais je suppose qu'il a une taille moyenne dans les environs d'1m80, disons 1m85 peut-être. Tiens, à propos de taille, je me suis inquiété, de savoir quelle avait la taille, pour prendre une comparaison musculaire, d'Arnold Schwarzenegger. Alors, j'ai été étonné, j'ai cru qu'il était beaucoup plus grand que ce qu'il était. Il a 1m88. Donc, c'est à peu près ma taille à moi. Donc, j'ai été étonné, je croyais qu'il avait plutôt dans les 1m95. Et quand il était en pleine forme, son poids était d'environ 110 kilos. Je m'étais imaginé qu'il tournait vers les 120, mais non, c'est un peu pressant, selon les périodes, 110 kilos, il tournait autour de 110 kilos. Donc voilà, ça c'était une information, parce qu'on a souvent comparé les musculatures de Schwarzenegger avec la musculature de Schwarzenegger avec celle d'un Bigfoot, en disant que le Bigfoot était beaucoup plus musclé que Arnold Schwarzenegger, dans sa période faste dans les années 70-80. Alors, une représentation d'un Bigfoot en chair et en os, si je peux le dire, d'après Harvey Pratt. Alors, Harvey Pratt, pour l'histoire, est un dessinateur amérindien d'origine, qui a travaillé pour la police et pour différents types de police comme dessinateur, comment est-ce qu'on dit ça, scientifique, appelons ça comme ça. Il a enquêté avec un autre ex-policier sur le Bigfoot parmi les tribus de la côte ouest, les tribus ou pas de la côte ouest des États-Unis, qui ont une longue tradition avec d'autres tribus qui ont une longue tradition sur le Sasquatch Bigfoot, qui ont eu des observations et compagnie. Donc, il les a interrogés. Il a fait des dessins d'après les témoignages, recommençant le dessin jusqu'au moment où le témoin lui disait « Ok, c'est tout à fait ça que j'ai vu ». Alors, on voit ici sur le dessin ce qui est étonnant, et à mon sens peut-être pas, mais ce qui a troublé certains observateurs qui ont pu approcher ou qui ont été approchés de près par des Bigfoot, c'est le côté humain du visage. Alors, on verra dans un autre webinaire éventuellement
que ce n'est qu'une apparence de forme humaine, qu'il y a de grosses différences entre le visage humain, mais il rappelle un visage humain, non pas un visage simiesque, dans la plupart des témoignages. Alors, Jean va me dire encore, oui, mais sur le film de Patterson Gimlin, elle a peut-être un visage qui ressemble plus à un visage prognate comme un singe qu'à d'autres témoignages, donc il y aurait peut-être différentes espèces de Bigfoot ou de Sasquatch. C'est possible, mais pour le moment, moi, j'irai pas encore jusque-là, en disant que on est déjà bien assez avec, en pouvant définir ce qu'est un Sasquatch sans commencer à se poser la question si c'est une autre espèce ou pas, ou bien si c'est une autre particularité régionale. Je pense à l'Homo sapiens à nous, il y a de grosses différences entre un Norvégien de souche, blond, grand, et un pygmée de la forêt africaine. Si on les met les uns à côté des autres, on a l'impression qu'on a affaire à deux espèces différentes. Eh ben non, ce sont tous les deux des Homo sapiens. On peut prendre d'autres exemples, entre un papou de Nouvelle-Guinée et, par exemple, moi je sais pas, un Nord-Africain. Encore de grosses différences aussi. On pourrait se dire, voilà, ce sont deux espèces différentes. Mais non, c'est la même espèce. Donc, il y a des particularités, appelons ça des particularités régionales, peut-être, en fonction du climat, en fonction des ressources alimentaires que l'on trouve dans les régions. Il est possible que des Bigfoot venant d'Alaska soient plus grands que des Bigfoot venant du Texas. Oui, on en relève au Texas aussi. C'est une possibilité. Pour le moment, on n'en est pas là. C'est déjà assez compliqué de devoir faire accepter par la plupart des scientifiques et le monde scientifique l'existence d'un primate autre que Homo sapiens en Amérique du Nord, sans commencer à se dire oui, mais on a peut-être affaire à ceci ou à cela. Bon, ça c'est une discussion qu'on peut avoir, mais qui pour moi, et c'est mon opinion à moi, tourne un petit peu à vide pour le moment. Alors, allons un petit peu plus loin. Nous avons pratiquement terminé ici. Ce sont deux ouvrages que je vous conseille. C'est l'ouvrage de Tinker Tinker que je soupçonne d'être un Amérindien, How to Find and Film Bigfoot, dont s'est inspiré ce sont ces recherches entre autres qui ont inspiré cette vidéo de ce soir, et Bigfoot in Evolutionary Perspective de Wilson. Voilà. Alors Wilson, lui, il plutôt, si je me souviens bien, j'ai lu ce livre il y a quelque temps, et pour l'Homo ergaster, donc un Homo erectus quelque part, qui a peut-être évolué depuis ceux qui étaient en Europe et en Asie, en taille. Bon, nous avons aussi évolué en taille. Si on voit les tailles des gens qui vivent au XXIe siècle et au XXe siècle, ils sont nettement plus grands que les gens qui vivaient au Moyen Âge ou dans l'Antiquité. En moyenne, il y a certainement toujours eu des géants entre guillemets, mais en moyenne. Alors Napoléon avait 1,69 m et il se fait qu'il avait une taille tout à fait normale pour son époque. Je précise que, et c'est un sujet que je connais un petit peu, que pour devenir de grenadier de la garde impériale, il y avait entre autres critères de mesurer une taille d'1,75 m. Voilà. Il y avait d'autres critères, mais ça c'était un critère de taille. Ce qui de ce fait-là était considéré de ce fait-là comme grand, bien sûr, pour l'époque. Alors, j'attends la venue de mon ami qui devrait arriver d'ici 5 minutes, Vincent, pour la deuxième partie de l'histoire, parce que, en fait, ce qu'on va vous expliquer, c'est que nous avons un projet, lui et moi, depuis quelque temps, c'est la création d'un Bigfoot en réalité virtuelle. Mais avant qu'on aille un peu plus loin, est-ce qu'il y a-t-il des questions dans le chat ? Et pour ceux qui resteraient jusqu'à la fin, il y aura une petite surprise. Je vous offrirai un petit quelque chose pour vous remercier. Alors là c'est un problème technique que je devrais voir. Pourquoi est-ce que les vidéos ne sont pas reprises alors que je l'ai dans ma liste, ne sont pas reprises alors que moi je le vois? J'aimerais peut-être faire un test un jour et de m'enregistrer en tant que spectateur et de voir un petit peu ce qui se passe. Bien, alors y a-t-il des questions sur ce qu'on a vu ce soir?
Non? Pas de questions? Tout était clair? Je vais peut-être essayer pendant que quand arrivera Vincent, je lui ai demandé d'arriver vers 9h moins le quart, hein, donc dans 3 minutes, normalement il devrait se connecter. Et c'est lui qui va prendre la deuxième partie, vous expliquer comment on veut créer ce projet. Alors ce projet de réalité virtuelle, on en a besoin. Parce que je crois que ce sera une grosse avancée dans la représentation. Les gens parfois se représentent mal le Bigfoot. Et je pense notamment à un film que je viens de voir, que j'ai acheté et que je viens de voir. C'est Sasquatch Sunset. Alors, j'étais fort déçu de ce film. C'est vraiment un navet. On voit que les personnages sont des Homo sapiens déguisés. Ils n'ont pas les proportions que je viens de vous dire du Sasquatch. Ils n'ont pas la taille non plus. Ils sont plutôt petits. La seule chose, et on a l'impression que les Bigfoot qui sont dedans ou Sasquatch qui sont dedans découvrent le monde dans lequel ils sont. Alors, certains, on se dit, mais ils sont un petit peu débiles quelque part, ils se comportent un peu comme des débiles, je sais pas, ils ont l'air de découvrir ce qu'est. Alors, il y en a un qui essaie pendant toute la vidéo d'essayer de compter sur ses 5 doigts de la main, 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont l'impression de découvrir la taille la taille des outils. Enfin bon, moi je trouve que c'est déplorable. Il y a des films qui sont beaucoup mieux que celui-là. Je pense bien sûr à Bigfoot and the Andersons. Ou bien Sasquatch, c'était quoi, Bigfoot and the Andersons, oui c'est ça, Wary and the Andersons. Il y a eu un feuilleton, il y a eu un film également, il y a eu un feuilleton, il y a un film dans les années 80 là-dessus, où je trouve le Bigfoot beaucoup plus crédible quelque part. Il y a eu d'autres films aussi où le Bigfoot est beaucoup plus crédible que dans Sasquatch Sunset. Même dans les publicités de Jack Link's Jerky. Jack Link, c'était un produit de viande séchée, était une marque de viande séchée qui a fait toute une série de vidéos gags. Oh, ce sont des gags parfois un peu potaches, qui s'appelaient Messing with Sasquatch. Alors là, ils se sont inspirés dans le film Sasquatch Sunset du Sasquatch de ces publicités apparemment, mais dans ces sketchs, je vais dire ces courtes vidéos, elles durent 1 minute, 2 minutes, où on voit un Sasquatch qui est pas mal, moi je trouve qu'il est quand même relativement pas mal représenté et en prise avec des humains qui veulent lui faire un gag, etc. Enfin bon, c'est un peu potache, mais voilà, ça fait sourire, c'est un peu potache, mais c'est pas mal fait quand même. Techniquement, pas mal fait. Bon, ben voilà. Alors, on veut faire donc, je reviens sur notre projet, on veut faire une numérisation et un projet 3D qui va être transformé en réalité virtuelle. Alors, la réalité virtuelle, moi j'ai assisté à plusieurs expériences de réalité virtuelle dans des expositions, etc. La meilleure que j'ai vue et celle qui m'a vraiment scotché, c'est le cas de le dire, c'est l'expédition que j'ai vue à Paris, en 2024. Voilà, c'était en mai ou en juin 2024, j'ai fait le déplacement sur une journée pour aller voir ça. Ça expliquait depuis la création de la Terre jusque dans les années 2050, je précise, toute l'évolution de la Terre. Et c'était super bien fait. J'étais scotché. Mais j'ai vu d'autres qui étaient bien aussi. J'en ai vu une faite récemment à Bruxelles. J'en avais vu une autre sur les dinosaures. Bon, ben voilà, certaines, celle-là avec quelques défauts qu'on va essayer de pallier. Et dans notre projet, c'est de représenter un Sasquatch le plus proche possible, ou plutôt une famille de Sasquatch le plus proche possible des proportions que vous avez vues tout à l'heure. Alors, chose importante que beaucoup de gens oublient et beaucoup de réalisateurs oublient, si les proportions des jambes, les proportions corporelles sont différentes des nôtres, eh bien, leur façon de se déplacer doit être différente aussi. L'homme de Néandertal ne devait pas se déplacer comme nous, comme on voit dans des films et des documentaires où ce sont des hommes, des Homo sapiens qu'on a grimés afin qu'ils ressemblent à des hommes préhistoriques, des hommes de Néandertal et compagnie. Non, je crois qu'ils avaient une façon de se déplacer différente. Alors, façon de se déplacer qui a été tentée
d'être expliqué par justement toute une équipe américaine en 2003. Ça remonte déjà. Ils ont décortiqué la démarche de Patty dans le film de Patterson, Gimlin, et ils ont tenté d'en faire une projection et de faire une analyse en 3D. Alors, je possède ce film. D'autres, visiblement, ils sont en train de préparer un deuxième film aujourd'hui. Je ne les ai pas encore. J'ai participé à leur financement participatif pour l'avoir il y a 2 ans déjà, mais j'ai déjà eu des éléments de ma participation. J'ai déjà eu des éléments comme des bouquins, des trucs comme ça à télécharger, mais j'attendrai. Ils me disent que ça va arriver, qu'il y a eu des retards, et notamment malheureusement des retards dus au décès de Jeff Meldrum, qui est un des grands scientifiques que tout le monde connaît dans le milieu, qui s'est occupé sérieusement du Bigfoot en question et qui malheureusement est décédé au début de cette année à un âge très jeune à notre époque, c'est-à-dire qu'il avait 67 ans. Malheureusement, c'est une grande perte pour la recherche sur le Sasquatch, mais voilà, bien. Il faudra faire avec, comme on dit. Alors, tiens, je vais peut-être couper... voilà, je vais peut-être couper ici, on n'en a plus besoin. Attendez. De la slide, voilà. Et on va se revoir entièrement. C'est peut-être mieux. Alors, voilà, donc on a ce projet qui va être lancé la semaine prochaine, samedi prochain, où on aura besoin de contributions financières pour arriver à terme. Alors, plus de gens contribueront, plus on pourra aller plus loin. Alors moi, j'imagine qu'on va on va déplacer, on a déjà fait une partie du film d'ailleurs, que vous verrez prochainement, ou que vous pourrez voir prochainement, eh bien, ou que vous avez vu si vous avez assisté à d'autres webinaires, eh bien, on va présenter une famille qui sera composée d'un mâle et d'une femelle, des parents, avec 2 jeunes en bas âge et un adolescent. Alors, on a déjà travaillé un petit peu sur l'adolescent qui est en train de pêcher dans une rivière. On parcourra donc les forêts canadiennes et on verra, l'observateur sera caché, donc ça, vous ou moi, sera caché derrière un buisson pour observer une famille de Sasquatch en train de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Alors, pour que ce soit le plus réaliste possible, au-delà de la description des Sasquatch en question, il faudra travailler sur leur mouvement, sur la façon de se comporter. Et là, j'espère que je vais pouvoir faire appel à ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, comme quoi c'est pas toujours mauvais et ça peut nous aider fortement, ce qu'il n'avait pas, quand je vous dis en 2003, pour créer de façon cinématographique la démarche de Patty en question. Alors, bon, où est-ce qu'il est, mon ami, là? Je vais voir un petit peu, parce qu'il est 50 et je lui avais dit de se connecter à 45. Voyez un petit peu s'il m'envoie quelque chose pour me dire « Ah, je ne parviens pas à me connecter ». Ce qui serait étonnant, je lui ai donné le lien. Non, je n'ai pas de message venant de lui pour m'annoncer qu'il ne vient pas. Alors, je ne sais pas où il est. Ça m'inquiète un petit peu. Bon. Alors, c'est pas grave. Sinon, on essaiera de le faire sans lui. Je connais quand même un petit peu les choses, même si techniquement, c'est pas mon domaine. Donc, le projet sera lancé la semaine prochaine. Alors, ce qui compte, ce sont les premiers jours. On compte sur vous. Alors, soit vous pas obligé, bien sûr, rien ne vous oblige d'y participer. Ah, voilà, notre ami Vincent. Salut. Je m'inquiétais en me disant, mon Dieu, 51, j'espère qu'il n'est pas arrivé. Mais j'ai essayé de meubler en t'attendant, en présentant déjà le sujet, où on a eu terminé vers 40, quelque chose comme ça. Donc, ouais, okay. Déjà un peu introduit notre projet de création en réalité virtuelle. Seule chose que j'ai pas encore dite, c'est que pour pouvoir assister à une immersion en réalité virtuelle, une animation immersive en réalité virtuelle, il faut un casque. Nous avons ces casques déjà, donc nous pourrons
faire en pré, pas en pré-lancement, mais on appelle ça en avant-première. Nous pourrons à une certaine occasion, nous pourrons déjà présenter cela. Et nous pourrons aussi offrir des sacs, des casques en question pour ceux qui participeront à un certain niveau. Alors bon, on va expliquer tout ça, mais je vais quand même te laisser d'abord de te présenter et puis d'expliquer en gros. Tu as tout ce qu'il te faut? Ouais, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Ok, alors je vais te laisser aller et je reviendrai un peu plus tard. Allez, tu as la parole. Super. Eh bien, bonjour tout le monde. Du coup, moi c'est bon. Moi c'est Vincent Africhou. Donc je suis l'artiste 3D qui est en charge de réaliser toute l'animation en réalité virtuelle. Donc ma mission elle est assez vaste. C'est déjà s'assurer de la cohérence technique et artistique du projet. Pour cela, évidemment, je suis aidé d'Eric. Et donc vraiment, je dois créer de A à Z un Bigfoot, un environnement et réaliser une animation pour s'immerger dans cet environnement et dans cette histoire qui a été finement écrite par notre ami Eric. Et moi, j'ai pu donner aussi tous mes conseils et mon expertise pour rendre l'animation vivante et vraiment captivante à vivre. Je peux peut-être vous partager mon écran. Alors, où est-ce que c'est? Eric, tu pourras peut-être m'aider là-dedans. Alors moi je l'ai, tu veux la représentation 3D là, c'est ça. Alors moi je l'ai effectivement. Ouais, mais si tu veux, je peux partager mon écran directement. Alors pour partager l'écran, tu vas sur, tu vas sur Turn Screen Share, qui est au-dessus. Au-dessus, j'ai pas besoin. Ok, c'est bon, j'ai. Parfait. Tout l'écran, écran 1, partagé. Super. Vous avez mon écran, j'imagine? Moi, je l'ai en tout cas. Ok. Très bien. Moi, j'imagine que le reste aussi. Dites-moi dans le chat si vous le voyez, parce que tout à l'heure, on a eu un petit problème avec le film de Patterson Gimlin que les gens ne parvenaient pas à voir et que moi, je voyais. Bon. D'accord. Oui, que je souhaitais le bonsoir et à Vincent, bonsoir. Bonsoir Damien. Ok. Eh bien, du coup, la première étape avec Eric, ça a été de remodéliser à partir de toutes les informations que nous avons à l'heure actuelle, photos, archives, etc. Donc là, en 3D, ça a été très compliqué parce qu'on part vraiment d'un cube. On part d'un cube extrêmement sommaire jusqu'à essayer de modéliser le plus fidèlement possible un Bigfoot. Donc là, ça a été un travail préliminaire sur lequel on a travaillé. Donc il fallait créer toute l'ossature avec la gestion des muscles, vraiment le rendre le plus crédible possible. Ça, c'était une des premières versions sur laquelle Eric avait fait quelques retours. Donc là, il y a déjà un beau travail d'effectuer, mais comme vous voyez, il manque les couleurs, il manque aussi toute sa partie densité de poils, etc. Et donc, dans un second temps, on est arrivé à un résultat de plus en plus crédible. Ça fait partie des premières versions. Donc, il faut savoir que c'est assez compliqué d'avoir un résultat comme celui-ci. Les poils, ils sont posés à la main. Pareil pour la texture du corps, pour les parties plus clairsemées, c'est extrêmement compliqué à faire ça en 3D. Pour vous dire, c'est un travail d'à peu près une semaine pour atteindre un résultat comme ça. Une semaine temps plein, hein, forcément, donc 35 heures à peu près. Et donc pour tout ça, j'ai été aidé par Eric et donc avec un résultat final qui s'apparenterait à celui-ci. En tout cas, il y a peut-être encore des choses à régler par la suite, on verra un petit peu. Hein. Il y a peut-être un peu plus de pilosité, une forme du crâne un peu différente. Certains m'ont dit oui, mais le crâne est plutôt... Enfin, voilà quoi. Hein. C'est ça, exactement. C'est le travail actuel. Au vu du budget qu'on a, c'est ce qu'on a pu fournir. Mais voilà, c'est une bonne première base de travail pour vous présenter un petit peu et mettre un peu le suspense pour une version bien plus aboutie qui pourrait intervenir dans les prochains mois, quoi. Donc ça, c'était la première étape. La seconde étape, ça a été parce que le Bigfoot va interagir avec le décor. Il aura une certaine interaction avec l'eau. Et une seconde étape, ça a été de réaliser ces mouvements
Alors, je peux peut-être montrer ça. Alors, attendez, je vais récupérer ça. Oui, aussi je l'ai. Voilà. Donc, le Bigfoot va faire un certain mouvement dans l'eau. Et donc, il y a ce qu'on appelle la simulation de fluide qui est très complexe. Si on veut que ça soit réaliste, c'est-à-dire que on veut une eau qui interagisse intégralement avec le corps du Bigfoot. Donc là, ce que vous voyez, c'est une eau qui est calculée en temps réel. Et pour une eau calculée en temps réel, comme ce que vous êtes en train de voir, c'est un rendu de quelques secondes. C'est à peu près 3 jours de travail où l'ordinateur travaille exclusivement pour créer des mouvements cohérents entre notre masse corporelle Bigfoot avec l'eau. Donc ça, on ne s'en rend pas compte, mais c'est beaucoup de travail d'avoir une eau qui bouge de manière cohérente avec les mouvements du Bigfoot sur celle-ci. Et c'est vrai qu'à certains moments, je t'ai dit, oui, mais ton eau, ça va pas. Ouais, voilà, exactement. Elle bouge trop vite, elle est trop fluide, pas assez fluide. Et donc là, c'est encore une fois un travail actuel, mais qui est toujours amené à être amélioré au fil du temps. Ensuite, une fois qu'on a le Bigfoot avec son interaction sur le décor d'effectuer, eh ben on peut commencer à une des parties les plus chouettes, qui est créer le décor. Et donc moi, je crée le décor entièrement sous Unreal Engine 5. C'est un logiciel qui est utilisé pour les jeux vidéo, un logiciel qui offre du temps réel. Il y a une 3D en temps non réel, c'est-à-dire qu'on travaille pendant un temps, l'ordinateur travaille ensuite pour rendre un fichier, et là on peut observer le fichier. Le temps réel, c'est on peut travailler et à la seconde même avoir notre résultat de travail. Il n'y a pas un temps entre le travail et le résultat final. Ce qui fait qu'en temps réel, je peux poser des arbres, je peux créer un ruisseau, je peux bouger tel ou tel rocher. Donc là, c'est mon interface de travail. Là, par exemple, je me balade dans ma forêt que j'ai fait à la main. Là, c'est notre Bigfoot que je peux bouger, que je peux positionner de la manière dont je le souhaite. Donc là, on peut me voir manipuler le Bigfoot. Là, on peut me voir manipuler la lumière. Donc, je peux changer la météo et l'heure de ma scène en temps réel. Donc ça, c'est vraiment chouette pour essayer d'avoir la lumière la plus jolie, la plus cohérente, celle qui souligne le mieux l'immersion de notre animation. Vous voyez, je peux récupérer un arbre et en temps réel, je peux le bouger. Donc je peux créer et façonner ma forêt de manière la plus réaliste et la plus précise possible grâce à ce logiciel qui, je le précise parce que c'est important et c'est une chance qu'on a nous, est entièrement gratuit. C'est Unreal Engine 5. Vraiment, tous les derniers jeux vidéo à la mode sont réalisés là-dessus. Mais pas que. Ce logiciel s'ouvre aussi maintenant au cinéma. Parce qu'on peut créer des animations parfois même photoréalistes. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'ai créé toute ma forêt, eh bien, je dois commencer à créer mon animation. Donc, l'animation d'Eric et moi est une animation en réalité virtuelle. On met un casque, on clique sur quelques boutons pour lancer l'animation. Et là, on est plongé sur un rail qui traverse une forêt. Donc, ce rail-là, j'ai dû le concevoir à la main. Donc, on peut le voir ici, c'est la petite ligne grise, vous voyez. La caméra, vous voyez, j'ai placé toute la ligne grise qui fait cette forme-là. Et la caméra qu'on voit ici en bas à droite va venir accompagner toute la ligne. Ça sera le chemin de marche de la personne qui mettra le casque. La liberté de la personne qui a le casque sur la tête, ça sera d'observer autour de lui à 360 degrés. Mais sa marche, lui, va être ponctuée, gérée et rythmée par cette ligne-là. Exactement comme un rail de train. Est-ce que tu crois que dans l'avenir, l'acteur, enfin appelons ça un acteur, ou le participant ayant ce casque, pourra se décider, tiens, maintenant je vais à droite, tiens, maintenant je vais à gauche, tiens, maintenant je vais en arrière, ah ben je reviens, etc. Comme s'il faisait naturellement, comme s'il était naturellement dans une vraie forêt. Ouais, exactement. Exactement. Hein. Comment? On n'y est peut-être pas encore dans cette possibilité où il décide. On n'y est pas encore, mais on n'y est pas loin, dans le sens où ce n'est pas extrêmement compliqué de laisser une liberté de mouvement au spectateur. Simplement, dans notre cas, on a envie d'avoir une scène extrêmement bien rythmée et gérée. C'est pour ça que voilà, on enlève une liberté au spectateur pour lui dire
il faut nous faire confiance parce que à 1 minute, si vous êtes au bon endroit, au bon moment, vous allez voir telle chose de super chouette à regarder. Et donc, du coup, voilà, c'est ça. Donc, du coup, on est obligé de lui dire à 1 minute, tu dois être là. Par contre, à l'avenir, je pourrais très bien faire des cycles d'animation pour notre Bigfoot pour qu'il ait 5 minutes entièrement chouettes et passionnantes à regarder. Et donc là, la personne pourrait se balader autour de lui pendant 5 minutes. Il y aurait toujours quelque chose. Aller regarder les fleurs, aller regarder les écureuils. Je vais enfin que c'est. Exactement, c'est qu'on a une forêt hyper vivante et proche du photoréalisme à notre portée. Donc c'est vrai que pouvoir avoir une liberté, c'est carrément faisable, évidemment. C'est pas le choix qu'on a fait pour cette première version là, mais à l'avenir, c'est une belle perspective d'évolution, c'est certain. Ensuite, donc c'est ce genre. Alors moi, je sais pas trop dans quel cadre, qu'est-ce que je peux montrer ou pas, Eric. Est-ce que je peux montrer un petit peu le début? Ouais, pourquoi pas, ouais. Comme ça, ils ont déjà une idée vivante de ce qu'ils pourront voir. Ici, c'est bien sûr, c'est pas en réalité virtuelle. Hein, oui, voilà, c'est ça. Là, ce que vous voyez, je vais pas tout montrer. Je vais m'arrêter à un moment intéressant de l'histoire pour qu'il y ait une surprise plus tard. Mais ce que vous voyez là, c'est de l'image 3D de synthèse, mais que vous observez à travers votre écran. L'expérience sera vraiment bien différente. Là où votre œil a une vision périphérique qui observe votre bureau et votre pièce et votre chambre, etc., dans le casque, il n'y aura rien d'autre que la forêt autour de vous et l'immersion, elle est drastiquement différente. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Mais vous voyez, le gros défi a été vraiment de réaliser une forêt. Eric m'a vraiment aidé à que ça soit au sound design, à mettre des super bruitages d'animaux crédibles par rapport à la localisation d'un potentiel Bigfoot, par rapport à la végétation, etc. Ça a été un gros travail d'essayer de recréer une forêt qui est vraiment la gueule de ce qu'on peut retrouver sur le terrain, quoi. Il n'y a qu'une seule chose que je regrette, mais encore une fois, on est limité financièrement. Sinon, il faudrait monter probablement sur des montants très très supérieurs que ce que nous avons envisagé. C'est de mettre des écureuils, parce que là, les écureuils, je vous garantis qu'en Colombie-Britannique, où cette forêt est censée être, ou du moins sur la côte pacifique de l'Amérique du Nord, les écureuils, ils sont partout. Hein. C'est l'animal qu'on voit le plus. Ils sont tout le temps là, ils s'occupent pas de nous, mais l'écureuil de Douglas, par exemple, qui est un tout petit écureuil, ben il est partout. Moi, j'en vois des dizaines chaque fois que je vais en forêt. Là-bas, j'en vois des dizaines par jour. Voilà, et c'est ça qui est passionnant. Ce qui est incroyable, c'est que toi qui as vécu cette expérience sur le terrain, c'est de pouvoir potentiellement la revivre avec un casque virtuel de chez toi. Ah, tout à fait. Donc la perspective est super parce que à terme, autre que pouvoir vivre cette expérience-là sur un stand durant un moment donné, c'est de pouvoir l'exporter sur les téléphones de tout le monde, avoir simplement un petit casque chez soi et pouvoir s'immerger là-dedans. Et c'est ça qui est super. Et la réalité virtuelle, comme on la conçoit actuellement, est faite pour. Donc c'est ça qui est extrêmement chouette. Et donc là, vous voyez un aperçu de ce que ça peut donner sans avoir le casque sur les yeux. Maintenant, j'ai un petit exemple de ce que cela peut donner avec le casque sur les yeux. Donc là, vous me voyez, moi, c'était il y a quelques mois avec le casque, simplement branché d'un simple câble ou même de manière entièrement autonome, sans câble. Ça dépend. Parce que en réalité virtuelle, on a une contrainte énorme, c'est de mettre une forêt avec un personnage, un modèle 3D avec des poils. Et comme je l'ai vu dans les commentaires, la saga, les poils, ça coûte très cher à animer et c'est très très gourmand en ressources. Il faut un appareil puissant pour pouvoir afficher une forêt dense, photoréaliste, avec une belle lumière, avec un ruisseau vivant. Et donc le câble, ici là en noir, permet d'apporter toute la puissance d'un ordinateur dans le casque. C'est ce qu'on appelle de la PC VR, de la réalité virtuelle aidée par un PC. Mais à terme, nous, ce que nous aimerions, c'est pouvoir rendre l'expérience autonome simplement en VR, sans câble, pouvoir être n'importe où et pouvoir marcher où l'on veut. Maintenant, pour le moment, nous, on a réussi à avoir des résultats
vraiment chouette en PC VR et de même en VR simplement une qualité légèrement moindre. Et donc c'est justement à ça que peut nous servir ce projet, ce financement participatif, c'est essayer d'atteindre ce niveau de qualité proche de l'excellence de ce qui peut se faire actuellement. Donc moi, c'est ce que je suis en train de mettre en œuvre tous les jours avec mon travail. Je travaille en réalité virtuelle presque tous les jours. Et donc c'est vraiment mon objectif et on est à ça d'y arriver justement. Donc c'est ça qui est super chouette. Et donc du coup, l'utilisateur branche son casque, peut le mettre sur sa tête. Là, ici, il se retrouve dans un monde virtuel en noir avec juste devant lui un menu. Il peut choisir la qualité de l'expérience, faible, moyenne ou haute. Ça dépend de la puissance de son casque, par exemple. C'est important de laisser le choix. Les gens qui ont des casques un peu moins chers vont mettre la qualité basse. Les gens qui ont un casque assez haut de gamme vont mettre la qualité haute. Et ça va varier sur la qualité des feuilles, de l'éclairage. Ça va faire varier la qualité de la forêt en général. Et ça va faire varier le taux d'image par seconde. Plus on va mettre haut, plus la qualité va être fluide et agréable à vivre. Plus on va mettre basse et plus la qualité va être légèrement plus saccadée. Mais justement, le travail est là, c'est de rendre cette expérience-là compatible sur n'importe quel casque. Et donc du coup, la personne elle clique simplement sur Start VR Experience. Et ensuite, là, comme vous me voyez, partout où je vais regarder à gauche, cela va bouger ma vue et mon immersion à droite. Donc, je précise aussi qu'il y a une compression. On n'a pas vu ta vidéo, hein, on n'a pas encore vu. Hein. Ah mince. Ah non, ok, on n'a pas vu. Autant pour moi. Là, c'est bon, vous voyez mieux alors. Voilà. Ah d'accord, alors je remonte. Le petit câble noir, donc, il était ici. C'est le câble qui permet de faire la jonction entre le PC et le casque VR. Donc du coup, l'utilisateur met le casque sur son visage. Et donc partout où je vais regarder à gauche, cela va bouger ma vue à droite. Et donc ce que je voulais préciser aussi, c'est que le stream que vous voyez actuellement, le partage de mon écran, dégrade évidemment la qualité finale. Dans le casque, la qualité est folle. Vos télés, elles sont soit Full HD, soit 4K. Il faut savoir que dans le casque, on a 2 écrans 4K. On a un écran 4K par œil. C'est pour ça que c'est très gourmand en qualité. Donc autant vous dire que la qualité est bien meilleure que ce qu'on voit là. Et donc l'idée, c'est que le personnage peut regarder partout autour de lui en temps réel et vivre l'expérience. Il peut être aidé aussi d'écouteurs pour avoir une immersion auditive vraiment chouette et qu'on a très bien travaillé avec Eric. Oui, c'est parce qu'il faut bien sûr mettre des sons qui correspondent à l'endroit géographique. Hein. On va pas mettre des sons venant, je sais pas, de la forêt norvégienne sur une forêt canadienne. C'est pas tout à fait la même chose, quoi. Hein. Voilà. Exactement. C'est pour ça que on touche à ça de l'expérience vraiment géniale. Et là, pour le moment, on est sur une très bonne ébauche, une très bonne V1. Ce qu'on a réussi à faire avec le peu de temps que nous avions, avec le peu de budget, etc. J'en suis vraiment content. On a appris plein de choses, Eric et moi. Et c'est que le début, quoi. Mais voilà, donc là, c'est un petit aperçu, mais j'évite de trop en montrer, étant donné que c'est déjà préliminaire. Et ensuite, et on a déjà un peu travaillé sur le sujet aussi, voilà. Mais c'est vrai que beaucoup de gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière, des difficultés qu'on a rencontrées aussi, parce que à des moments tu me dis oui mais j'ai un problème avec un casque parce que ceci j'ai pas. Oui mais s'il faut un jour présenter ça en public, je dois amener un ordinateur. Oui mais pas n'importe quel ordinateur, enfin etc quoi. Hein. C'est ça, exactement. On se rend pas compte, mais lorsqu'Eric, très légitimement, me faisait une petite remarque sur telle ou telle chose, que ce soit sur le Bigfoot ou sur la forêt, c'est vrai que derrière, c'est des heures, parfois des nuits, des journées de travail. C'est extrêmement compliqué de faire ces scènes-là. C'est mon métier depuis 4-5 ans maintenant. Et cette scène-là qui dure pour le moment 3-4 minutes, on aimerait que ça puisse durer peut-être un peu plus. Oh oui. Voilà, c'est ça. Pour le moment, ça m'a pris énormément de temps. Le plus dur est fait, mais le temps est un peu dégressif. C'est pas exponentiel. C'est plus on veut peaufiner, plus ça va prendre du temps. Mais cette notion de peaufinage entre ces 70% et ces 100% sont ces choses-là qui vont vous faire dire waouh, c'est incroyable.
tout à fait. Donc, c'est vraiment l'objectif qu'on veut atteindre actuellement. Alors, moi, l'objectif temporel que je voudrais qu'on puisse arriver à faire, mais ce n'est que des points d'interrogation, c'est au mois d'octobre. Pourquoi le mois d'octobre? Parce que je l'ai dit tout au début de mon intervention ce soir, c'est le moment au mois d'octobre où je voudrais présenter l'édition 2026 des rencontres européennes de cryptozoologie, et donc ce serait une occasion de le présenter à un certain moment, une fois qu'il sera achevé. Mais est-ce qu'on aura la possibilité financière de terminer? Ça, c'est un autre problème et on compte un petit peu sur vous là-dessus. Alors, on va y revenir tout de suite, mais je vais regarder un peu ici dans le chat ce qu'on en dit. Alors, oui, ça s'appelle un jeu vidéo, dit Sian. Oui, c'est le principe du jeu vidéo. Alors, faire un jeu vidéo sur le sujet, pourquoi pas un jour? Mais bon, je rêve aussi, mais ça c'est un fantasme aussi, de faire une espèce d'escape game ou quelque chose comme ça, avec d'autres cryptides, pas que le Bigfoot, avec d'autres animaux mystérieux et inconnus. Mais ça, ce sont des projets qui sont peut-être, qui se réaliseront peut-être un jour ou pas. Voilà. Justement, encore cet après-midi, je voyais une émission en France sur un Belge, un Liégeois, qui avait fait des escape games et des jeux en réalité virtuelle, et qui montait le plus grand truc, ou qui a monté le plus grand truc de ce type de jeu à Lille, dans un super hangar, etc. Je sais pas où il en est. Voilà, ça c'est peut-être des choses pour l'avenir, mais pour le moment on n'est pas là, quoi. On n'en est pas encore là. Je suppose que ça demande des budgets assez colossaux qu'il faut trouver. Bien, alors c'est peut-être convaincre des investisseurs, c'est peut-être chercher des financements, et c'est compliqué, des financements au niveau de l'État, au niveau de l'Europe, ou que sais-je moi. Bon, ben voilà, mais on n'en est pas là. Alors, oui, c'est ça. La limite entre jeux vidéo et expérience virtuelle, elle est extrêmement fine. À quel moment d'interaction on peut dire on passe d'une expérience en réalité virtuelle à un jeu vidéo? Pour le moment, on est à l'état d'expérience en réalité virtuelle. Faire un jeu vidéo, la limite est très fine et vraiment pas infranchissable. L'idée, c'est d'avoir assez de contenu et du budget, évidemment. Ouais. C'est ce que dit Sian, effectivement, encore une fois, le jeu vidéo, mais ce serait un budget et un temps énorme à concevoir. Oui. Les arbres sont des séquoias? Non, oui. Oui, ce sont des séquoias, ou du moins des pins. C'est quoi le pin là-bas? Quel est encore le nom? J'ai oublié le nom du pin là-bas. Mais il y a des forêts entières de pins naturels. Hein. Ce ne sont pas des pins qui ont été plantés. Alors, bon, voilà. Bien, alors, encore quelques questions telles que c'est déjà très beau. Oui, c'est déjà très beau, mais on n'y est pas encore tout à fait. Qu'est-ce que je vois là dans le fond? Quelque chose que je vois? Je m'arrête là. Il y a quelque chose là dans le fond, là au milieu de l'image. Ne serait-ce pas un Bigfoot que j'ai entreaperçu? Un Bigfoot dans un ruisseau, n'ai-je pas entreaperçu? Si, je crois. Bien, alors, je vais vous donner, pour l'instant, je vous avoue, je n'ai que 6 pré-inscrits pour la réalité virtuelle, enfin pour le financement participatif. J'espère que j'en aurai beaucoup plus d'ici la semaine prochaine et quand ce sera lancé aussi. Alors, on fait un peu le rabattage autour de notre famille, de nos amis, etc. Certains peut-être sont-ils concernés, d'autres un peu moins, mais bon, on va essayer quand même de leur dire, écoutez, je fais quelque chose d'un peu exceptionnel et venez un petit peu m'aider. Alors, on compte aussi sur vous. Alors, la préinscription. Vous pouvez vous préinscrire ce soir. La préinscription ne vous engage en rien. C'est simplement pour être averti le 21, au moment du lancement, donc de samedi prochain, vous serez averti. Je vous préviens, on lance aujourd'hui le financement participatif. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé
de financer, mais ce serait très bien. Alors, il y a différents paliers de financement, hein. Ça va, je crois, de 20 € à 6 000 €. Bien. Nous avons, ce ne sera pas un secret, alors c'est ici un scoop, mais ce ne sera pas un secret, nous cherchons à peu près 15 000 € pour pouvoir créer ceci. Alors, vous avez vu que ça coûte très cher, qu'il y a beaucoup de travail autour de cela, que des gens vont peut-être pas s'en rendre compte. Oui, mais ça c'est quelques minutes, c'est facile, on fait ça en quelques minutes. Ben non, vous avez vu que ce n'est pas vrai. Bien, alors pour pouvoir le faire, il y a quand même ici, je vais quand même vous donner l'occasion déjà de vous inscrire ce soir. Voilà. Je vais le publier, vous devriez le revoir quelque part. Alors, c'est ce que je vous dis, vous vous inscrivez, ça ne veut pas dire que vous devez participer par la suite. Simplement, vous serez averti. Donc, c'est une préinscription, vous êtes averti sans plus. À vous de voir la suite et vous êtes tout à fait libre. Mais déjà, votre soutien et votre préinscription vous incitera probablement d'autres personnes. Ah, il y a déjà autant de personnes préinscrites. Ah ben, on va se préinscrire aussi. C'est déjà un bon point là-dessus. Et preuve qu'il y a un certain intérêt pour notre projet qui moi je le sens bien, hein, personnellement. C'est pas moi je le sens bien en disant on va faire quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait, des Bigfoot qui se bougent de façon réaliste et pas comme des humains déguisés. On va essayer de faire quelque chose à ce niveau-là. Peut-être que dans 5 ans, on modifiera encore les choses, on évoluera encore. Alors j'ai vu, le plus simple n'est-il pas de capturer un Bigfoot? Je ne crois pas que ce soit le plus simple. Sinon, ça aurait probablement déjà été fait, et peut-être que ça a été fait dans le passé, mais nous n'en avons pas trace au 19e siècle, par exemple. Il y a eu des gens, effectivement, des témoignages qui racontent qu'ils ont vu des cadavres ou qu'ils ont tué des Bigfoot, notamment, je me souviens d'un témoignage qui date de l'événement date de 1941, où le témoin était adolescent à l'époque, c'était dans le Manitoba, et il part chasser le wapiti ou l'orignal. Il faut voir l'original parce que en anglais et en américain il y a parfois des traductions qui sont mal faites si le gars ne connaît que l'anglais, n'a pas notamment elk veut dire en anglais élan, mais en américain c'est le cerf de wapiti. Voilà, par exemple, deer c'est le cerf de Virginie. Et chez les Anglais, les Écossais, etc., deer, c'est le cerf élaf, celui de nos forêts. Donc voilà, il y a peut-être parfois des erreurs de traduction. Je crois qu'il parlait de elk, alors il s'agit de wapiti. Et il tire sur un wapiti qui voit une femelle, et puis il poursuit les traces de sang, et puis il voit ce qu'il croit être son wapiti, il tire dessus avec le Winchester 30-30 de son père, et finalement, quand il va récupérer son wapiti, qu'est-ce qu'il voit? Un Bigfoot qui l'a tué. Donc voilà, donc il y a eu une erreur sur la personne en question. Alors l'enquêteur lui a dit mais pourquoi est-ce que tu n'en as pas fait rapport aux gardes forestiers ou à la police à l'époque? Ah, il a dit non, parce que je vous avoue, on n'était pas très riche et j'étais en train de braconner. Et aller à la police dire chez le garde, voilà, j'ai tué un animal. On va me demander qu'est-ce que je faisais en forêt avec un fusil à cette période-là, à cette période de l'année. Donc, il n'en a pas fait rapport. Mais il l'a parfaitement décrit, les proportions, etc. Donc, ça, c'est un témoignage crédible pour notre projet aussi. Voilà, donc j'espère, est-ce que vous voyez ici normalement, on a intitulé Sasquatch, le peuple des forêts, où il suffit de cliquer ici pour participer au projet et se préinscrire. Il suffit de cliquer là-dessus, vous tombez directement sur la page de la plateforme de financement participatif Ulule. Je crois qu'on peut le présenter comme ça, et vous vous inscrivez, et ensuite vous serez averti samedi, et ce n'est pas une obligation, encore je répète, de participer
et d'apporter votre apport financier. Ce n'est pas une obligation, je le répète, mais quand même ça ferait du bien. Ça nous permettrait de réaliser notre projet pour le mois d'octobre, fin octobre, et notre événement annuel. Ce serait très chouette. Voilà. Bien. Là-dessus, ah oui, je vous avais dit que je vous offrirais peut-être un petit cadeau pour ceux qui resteraient jusqu'au bout. Alors, vous êtes à peu près tous restés jusqu'au bout. 6 sur 8, c'est très bien. Et on va vous offrir ce petit cadeau à télécharger. Alors, voilà. Moi, Eric, je vais en profiter parce que là, je vais devoir décoller. Ah, je viens de recevoir ça. Super. Moi, je vais devoir... Tu vois tout de ton côté, tu vois tout, c'est bien. C'est bon. Moi, je vais devoir vous laisser, mais c'était un plaisir de pouvoir... Ah, moi, je te remercie parce que tu ne l'as jamais fait. Ce genre de truc, tu ne l'as jamais fait dans les précédentes, et je trouve que c'est bien expliqué, c'est bien, on a bien, c'est moi que j'ai bien conscience de l'importance du travail quelque part, pas simplement présenter, ah oui, moi je fais ça, avec ça, non. Tu as bien donné l'importance du travail qui a été fait, et oui, et qui reste à faire. On n'a pas à montrer, on n'a pas encore fait toute cette famille de Bigfoot, hein, ça on ne l'a pas encore faite, mais ça, ce sera un gros travail de recherche, de travail, de qu'est-ce qu'on va mettre dans la scène, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment vont-ils le faire, oui, mais alors on va encore se dire, oui, mais non, ça c'est pas bon, c'est trop ceci, c'est trop cela, on va refaire autre chose, et on va encore devoir travailler beaucoup autour du sujet. C'est ça, mais c'est un beau travail. Et c'est surtout toi qui vas travailler. Mais moi, je vais compiler les informations, essayer de trouver. Alors, il y a des bouquins là-dessus. Il y a les bouquins de John Green, par exemple. Oui, tout à fait. Qui est des bouquins qui sont des collections, des masses de témoignages. Il a passé toute sa vie, depuis 1958, il a passé toute sa vie, il est décédé il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que cela, de compiler toutes ces informations dans un bouquin énorme. C'est The Apes Among Us notamment, et là c'est vraiment des sommes de travail. Il y a le BFRO aussi sur lequel on peut se référer sur le site du BFRO. Il y en a d'autres également. Donc oui, ce sera on va devoir éplucher tout ça en disant bon, là il y a une description, là il y a rien. Il dit simplement qu'il a vu un Bigfoot, mais il dit pas plus. Enfin bon, voilà quoi. Trouver les descriptions, ça va être un gros travail. Qui peut-être sera aussi corrigé par la suite. On ne sait pas. Ce sera une première version au mois d'octobre, si on y arrive, et peut-être que dans 1 an, 2 ans, on va dire, on va faire telle ou telle correction. Puis comme je retourne sur le terrain au mois de mai, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors bon, je réponds à la question. Oui, c'est au Canada, on part en Colombie-Britannique faire des expéditions et je repars au mois de mai. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais envoyez-moi un courriel si vous avez envie de plus d'informations, je vous en donnerai. Et je prends toujours maximum 3 personnes avec moi sur le terrain à partir du 20 mai sur place jusqu'au 31 mai. Voilà. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous me le dites et il n'y a pas de problème, je vous les donnerai. Mais il sera peut-être temps de vous inscrire. Il y a 2-3 jours, j'ai vérifié les billets d'avion, ils n'avaient pas beaucoup augmenté au moment où moi j'ai pris, depuis que moi j'ai pris le mien, il y a déjà plusieurs semaines, avant la guerre en Iran. Donc, alors peut-être essayer. Moi, je l'ai fait avec Air Canada. Hein, c'était le plus avantageux pour le moment, mais peu importe. On en reparlera éventuellement si vous me posez la question. Voilà, je crois que ce soir, vous avez tous pris. On voit un petit peu ce que dit le chat une dernière fois. Un plaisir de même. Quand je clique, on me renvoie erreur 404. Sur quoi l'erreur 404? Dis-moi. Sur quoi l'erreur 404? Fichier cadeau, Roger, tu as pu télécharger. Jean, l'erreur 404, c'est sur quoi? Oh, le fichier cadeau, c'est un petit cadeau comme ça, juste pour vous remercier d'avoir accepté de participer. On va encore quelques questions, sinon je vais en profiter pour quelques questions à Vincent ou à moi.
Sur le projet, sur autre chose peut-être Oui, je sais bien que ce que veut dire l'erreur 404, c'est pas le problème, mais je voulais savoir où Jean avait trouvé cette erreur 404. Si c'était sur le fichier d'inscription ou de préinscription au projet, ou bien si c'était sur le cadeau. C'est ça mon problème. Normalement, j'ai vérifié le tout, j'ai encore vérifié tout à l'heure et ça fonctionnait, me semble-t-il. Ah, c'est sur le cadeau, c'est ça, c'est ton cadeau qui pose un problème, Jean, c'est ça. Tu peux pas joindre à l'inscription, tiens. Bon, c'est pas grave, je t'enverrai, on se connaît suffisamment, je t'enverrai en privé alors l'adresse en question. Je t'enverrai un mail, c'est pas très grave. Ou peut-être que je vais voir si je peux pas le remettre ici en bas. Si Vincent doit nous quitter, ben on peut lui dire au revoir si vous avez plus de questions à lui poser et on va le libérer s'il veut, s'il doit, parce qu'il nous a dit qu'il devait partir. Bien. Oui. Vincent, il faudrait qu'on se reparle demain, pas demain parce que je ne suis pas disponible, mais après-demain peut-être. Mais non, j'ai bien aimé. Ce que tu as fait là-bas. Merci à toi et à tout le monde dans le chat. Et puis, à bientôt. Allez, ciao. Ciao. Salut. Ok, Vincent est parti. Bon, alors je vais te le retrouver. Je crois que je vais pouvoir le retrouver. C'est pour la préinscription, c'est ça le problème. Alors le lien, voilà, le lien je l'ai copié et je vais le mettre ici en bas. Voilà. J'espère que ça ira maintenant. Dis-moi, Jean, si tu parviens à te connecter. Alors, bien sûr, encore une chose, oui, j'ai oublié de dire, et c'est important, que un financement participatif veut dire que c'est du tout ou rien. Donc, si jamais vous décidez de participer au financement, samedi ou dimanche, vous vous inscrivez, vous dites je veux participer à tel niveau. En contrepartie, vous recevez des goodies, ce qu'on dit en anglais, donc des contreparties, c'est ce que vous recevez, contreparties qui sont graduelles en fonction de ce que vous financez. Alors, si on arrive à la somme émise, je vous dis, c'est à peu près 15 000 euros, c'est un peu moins. Si on arrive à la somme, eh bien, il n'y a pas de problème. Ce que vous avez projeté, le montant que vous avez projeté, vous est déduit et vous êtes débité, vous recevez vos cadeaux. Si nous n'arrivons pas, mettons, au lieu d'arriver aux 14 950, je crois que c'est ça, et on arrive à 14 000, on n'est pas arrivé, ben tant pis, vous n'êtes pas débité de votre compte, donc vous gardez votre argent, vous ne recevez bien sûr pas les contreparties. Eh bien moi, ben c'est un échec, je ne réalise pas mon projet à ce moment-là. Donc voilà. Donc, il n'y a rien à perdre à participer à un financement participatif. Je l'ai fait moi-même une fois ou deux. Donc, il n'y a absolument aucun risque financier pour personne, sauf pour moi, si je n'arrive pas à rassembler la somme désirée. Mais sinon, il n'y a vraiment pour vous aucun risque. C'est du tout ou rien. C'est pas comme et donc il n'y a pas moyen d'être arnaqué par ce système, je vais dire vulgairement comme cela. Voilà, Sian. Alors, Sian, c'est toi qui m'avais posé la question pour le voyage. Tu me reposes la question par email et on peut soit en discuter, soit via Messenger, par exemple. Tu es dans quel pays, Sian? Dans quelle région? En France, en Belgique, en Suisse, voilà.
Merci Stéphane pour si ça t'a plu, nous ça nous a plu que ça t'ait plu. Voilà. D'accord, c'était pas toi qui m'avais posé la question pour savoir comment on allait en Colombie-Britannique. Alors, on ne peut pas encore verser, Jean, on ne peut pas encore verser sa participation au projet. C'est une préinscription. Tout sera lancé à partir de samedi. Donc, à partir de samedi, les gens pourront verser leur participation. Et je rappelle qu'elle vous sera débitée que si on arrive à la somme que nous désirons, pas en dessous. Donc, si je vois qu'on arrive, je dirais, à 5 000 euros, c'est pas la somme, eh bien, je n'ai pas les 5 000 euros, mais vous n'êtes pas débité non plus. Donc, il n'y a vraiment rien, aucun risque au système. Et c'est la plateforme Ulule qui le garantit. Hein. Voilà. Et c'est eux qui s'occupent de tout, du débitage, qui s'occupent. Moi, je vais m'occuper des envois éventuels pour les envois matériels. C'est moi qui m'en occupe hein, directement à votre adresse. Je demanderai votre adresse et je vous les enverrai d'ici le mois d'octobre. Nous espérons, bien sûr, à ce moment-là. Alors, j'espère avoir répondu à vos questions. Encore une ou deux questions peut-être? On va voir. Sinon, il est quelle heure? Il est 21h33. On va se quitter. Sinon, ici, si j'ai plus de questions, je vois que certains nous ont déjà quittés. C'est bien. Bon, ils étaient là jusqu'à la fin. C'est très bien. OK. Plus de questions? Jean, c'est clair? Voilà. Alors, j'ai l'intention de refaire des vidéos sur le Bigfoot la semaine prochaine, peut-être pas cette semaine-ci, on verra la semaine prochaine, je verrai si c'est dimanche, si c'est possible pour moi, sinon la semaine d'après. Voilà, on verra encore un petit peu à ce niveau-là. Là-dessus, mais vous serez avertis. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie d'être venus. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous le dis encore une fois, je ne savais pas ce que Vincent allait présenter, mais j'en ai été bluffé personnellement. Bien, là-dessus, je vais faire le décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Ciao tout le monde et à une très prochaine fois. Voilà, on s'en va. Bonne nuit.